Bonjour à tous et bienvenue dans Habari, votre nouveau magazine de l'actualité. Nous sommes ensemble pour 26 minutes. Il sera question aujourd'hui de nouvelles technologies, de beauté, de mode, de art de vivre. Mais on commence tout de suite avec le milieu de la navigation qui ne cesse de faire des progrès. Pour la première fois, un bateau va traverser l'Atlantique sans pilote. Incroyable mais vrai. Il sera sans personne à bord, mais il sera tout de même surveillé à distance par une équipe de chercheurs. Le Mayflower 400 tentera au mois de juin prochain de rejoindre les États-Unis depuis l'Angleterre. C'est un véritable hommage au Mayflower original qui réalisa le même voyage il y a 400 ans. Ce vaisseau autonome, capable de prendre ses propres décisions, pourrait révolutionner la recherche scientifique sur les océans. Reportage. Ce trimaran qui navigue dans la baie de Plymouth en Angleterre n'a aucun pilote à son bord. Il navigue seul, ou presque, grâce à une puissante intelligence artificielle. Ses caméras et capteurs viennent de repérer un autre bateau sur sa route. Il vire de bord et évite la collision. De quoi réjouir Matthew Shaw, l'ingénieur qui supervise cet essai en mer. C'est vraiment bon à voir. Beaucoup de travail et de développement ont été mis dans ce programme et c'est bien de le voir fonctionner en situation réelle. Car le Mayflower 400 se prépare pour un bien plus grand voyage, une traversée de l'Atlantique, de Plymouth, Royaume-Uni à Plymouth, Massachusetts, la route de son illustre ancêtre qui transporta des colons en Amérique il y a 400 ans. L'expédition est ambitieuse, mais ses concepteurs y croient. C'est possible, c'est juste un peu difficile parce que nous sommes toujours en phase d'essai. Nous n'avons pas encore pu sortir dans les grosses vagues d'une mer agitée avec du vent, de la pluie. Le pire scénario n'a pas encore été testé. À l'intérieur du navire, une série d'instruments vont lui permettre de collecter de précieuses données scientifiques. Mesurer le niveau de la mer, le contenu chimique de l'eau et même écouter les baleines pour repérer leurs traces dans l'océan. Pendant tout le voyage, il sera suivi à distance par l'équipe d'ingénieurs sur Terre qui pourront prendre le contrôle des commandes en cas d'urgence. Mais le bateau est capable de prendre ses décisions seul. Son intelligence artificielle a été formée aux règles de navigation et à reconnaître toutes sortes d'embarcations grâce à des milliers d'images. Nous n'avons pas besoin de lui montrer toutes les sortes de bateaux possibles pour qu'il sache que ce bateau en particulier est un bateau. Il y a des caractéristiques communes et cela s'applique aussi aux décisions qu'il prend. Donc il y a des points communs dans les scénarios, les données et la manière dont il interprète l'environnement qui peuvent s'appliquer à tous les scénarios dans lesquels il se trouve. Si nous parvenons à éviter les risques liés aux autres personnes et aux autres bateaux dans l'océan, et aussi à affronter tout ce que l'océan nous réserve en termes de météo, si l'intelligence artificielle peut faire cela, alors c'est un énorme pas en avant pour réduire le coût des expéditions en mer et collecter les données dont nous avons besoin pour mieux comprendre la planète. C'est vraiment ça le but. Le voyage du Mayflower 400 devrait durer de 2 à 3 semaines et son succès pourrait ouvrir la voie à de nombreuses autres expéditions autonomes. À l'heure actuelle, plus de 80% des océans restent à explorer. Place à notre rubrique santé maintenant. Je vous propose d'aller à la rencontre de Cécile. Elle est âgée de 33 ans et il y a 2 ans, elle a été atteinte d'un cancer des ganglions alors qu'elle venait tout juste d'accoucher de son premier enfant. Après des chimiothérapies et une ablation des ganglions cancéreux, Cécile a pu retrouver une vie normale, mais pendant ces 2 ans de calvaire, elle a perdu tous ses cheveux, ses cils et ses sourcils. Nous la suivons dans un cabinet parisien avec une dermographe. Elle est spécialisée dans la reconstruction post-cancer des cils, des sourcils ou des cicatrices ou encore des mamelons. Une nouvelle technologie sans douleur et révolutionnaire pour retrouver sa féminité après le traumatisme du cancer. Regardez. Cécile a 33 ans. Il y a 2 ans, elle a été atteinte d'un cancer des ganglions alors qu'elle venait tout juste d'accoucher de son premier enfant. Elle a subi des chimiothérapies et une ablation des ganglions cancéreux. Cécile a pu retrouver une vie normale, mais pendant ces 2 ans de calvaire, elle a perdu tous ses cheveux, ses cils et ses sourcils. Au début, ça a été compliqué
puisque c'est l'image de soi, l'image de la femme qui est remise en question. Et puis finalement, après, on est prête à perdre ses cheveux et tout le reste pour survivre. Ce matin, elle a rendez-vous dans un cabinet parisien avec une dermographe, Ariane Michel. Bonjour madame, je suis heureuse de vous revoir. Vous allez bien? Moi aussi, oui, je vais bien, merci. On va pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui. On va avec plaisir. Reprise de vos sourcils. Je vous en prie, venez par ici. En trompe-l'œil pour reprendre la couleur, on va rester dans un blanc. Elle est spécialisée dans la reconstruction post-cancer, des cils, des sourcils, des cicatrices ou encore des mamelons. On va faire un petit travail en trompe-l'œil pour reprendre la couleur. On va rester dans un blond cendré pour que ça reste naturel et que ce soit joli, glamour, en harmonie avec la forme du visage. Pour pallier à son manque de pilosité, Cécile s'est complètement rasé la tête. Voilà à quoi elle ressemblait alors. Donc moi voilà, avec le bébé, ils m'ont appris mon cancer, j'avais officiellement le bébé avec 4 jours. Alors on va mélanger le poil à poil et la technique de l'ombrage. Mais difficile de retrouver un semblant de visage féminin sans ses cils et ses sourcils. Alors elle a fait appel à une nouvelle technique, la dermopigmentation. Grâce à des pigments colorés et à une aiguille, la dermographe reproduit en trompe-l'œil les cils et les sourcils disparus comme un tatouage. On peut faire plein de choses, comme là on parle de sourcils quand tous les poils sont tombés, les yeux, on va pigmenter la rangée ciliaire quand il n'y a plus du tout de cils. On va camoufler des cicatrices complètes. Une fois que la cicatrice a blanchi, on va pouvoir la repigmenter de la couleur de la peau. On va pouvoir reconstruire en trompe-l'œil complètement une aréole mammaire qui a été malheureusement ou qui a subi une ablation. Les pieds dans le sable, ils s'empoignent à nouveau et retrouvent enfin les sensations qui leur ont parfois il reste des zones glabres, les cheveux n'ont pas repoussé complètement. En mars 2020, tout s'était arrêté pour les lutteurs sénégalais. Pour moi, la reconstruction psychologique passe par la reconstruction physique. Cause énormément de préjudice On y va tous les acteurs de la lutte. c'est parti. Parce que la lutte, c'est pas seulement les lutteurs, c'est les écrits et tout l'environnement économique qui tourne autour de la lutte. La lutte est extrêmement Cette technique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, mais des associations comme celle des hôtesses de l'air apportent des subventions pour ces patients. Dans les ethnies Sérères et Diola. Et elle compte 8000 licenciés qui, depuis le début de la pandémie, ont dû trouver d'autres sources de revenus. Pour de nouveaux sourcils, il faut compter 1 heure de tatouage et environ 250 €. Le résultat est parfait pendant 1 à 2 ans. Ensuite, il faudra procéder à des retouches, comme Cécile aujourd'hui. Place maintenant au camouflage des cicatrices. Grâce à des pigments naturels identiques à la couleur de la peau, la dermographe réussit à fondre la cicatrice avec le reste de la peau. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Qui a eu le dessus. 42 ans, 120 kilos, l'ex-roi des arènes rêve de reconquérir le titre qu'il a perdu en 2019, ce qui veut dire évidemment beaucoup de préparation physique, mais aussi toute une préparation mystique avec des griffes autour des chevilles, des poignets ou des biceps. Et pour éviter le maraboutage, pratiquement plus personne ne peut approcher le champion avant son combat. Quand je me regarde dans la glace, j'ai plus ce rappel en fait. Non seulement on fait le sport, de la maladie et puis voilà, on va de l'avant. Pour les spécialistes, comme ce chirurgien en reconstruction plastique, se plaire physiquement de nouveau est primordial après un cancer. Le cerveau se fait une image, pas idéale, mais une image de ce qu'il voudrait, à quoi il voudrait ressembler. Et si cette image ne lui ressemble pas, il y a un décalage. Et il peut y avoir des gens qui peuvent le supporter très bien, qui peuvent accepter très bien, et d'autres qui, pour des choses même qui paraissent mineures à d'autres, les rendent très malheureuses. Certains en rêvent, mais n'arrivent pas à passer le pas. Le tatouage, douloureux, indélébile. Bref, ce n'est pas une petite décision que de se tatouer le corps.
Alors une start-up a une idée de génie, développer un tatouage qui ne dure qu'1 an. Entre la marque indélébile et les décalcomanies, c'est une alternative qui fait sens. Et vous allez voir comment une start-up new-yorkaise propose désormais un tatouage éphémère qui disparaît au bout d'1 an environ et ambitionne d'ouvrir le marché à une nouvelle clientèle. C'est parti. Abigail Glasgow a choisi, cette fois ce sera un M, première lettre du prénom de son fiancé, tatoué sur l'avant-bras. Un choix risqué certes, mais pas complètement, car le tatouage disparaîtra complètement dans 1 an. Je peux m'amuser un peu plus avec ce que j'ai choisi comme dessin. Et au moment de choisir l'emplacement du tatouage, j'ai pris ça beaucoup plus à la légère parce que ça va s'estomper. Mais le tatouage éphémère permet aussi de tester un tatouage. Par exemple, la fleur que je me suis fait tatouer aujourd'hui, c'est un dessin que j'aime beaucoup et que je pourrais finir par vouloir me faire tatouer de façon permanente. Donc j'ai fait un peu plus attention à son emplacement. Après 6 années de développement, une start-up new-yorkaise a trouvé la formule d'une encre composée de polymères biodégradables qui se dissout naturellement entre 9 et 15 mois après injection selon le même procédé qu'un tatouage classique. Alors, étudiant à l'université NYU, Josh Sakai, l'un des 3 cofondateurs d'Ephemeral, voulait un tatouage permanent. Mais il avait peur de s'engager. Ce fils d'une famille d'origine iranienne qui n'appréciait pas vraiment le tatouage. Lui est alors venue l'idée d'un tatouage temporaire et d'une encre évanescente qui a nécessité 50 formulations successives, dont Josh Sakai a testé un certain nombre sur lui-même. La raison pour laquelle personne ne l'avait fait auparavant, c'est que c'était très compliqué à créer. Il nous aura fallu plus de 6 ans, 50 formulations successives, des centaines de tatouages sur nos propres corps pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on rend possible le tatouage pour une toute nouvelle clientèle qui n'aurait pas voulu d'un tatouage permanent auparavant. Et une fois que les gens font l'expérience des faire à mal et voient comme c'est accessible, facile, amusant et créatif de se faire tatouer, ça ouvre plein de portes. Et peut-être qu'ils reviendront ou qu'ils auront envie d'avoir des tatouages permanents également. Donc ça ouvre un tas de possibilités pour la communauté des tatoueurs traditionnels. Pas de brouillage ou de dilution avec le temps, comme pour certains tatouages permanents. Les lignes restent nettes et le dessin s'estompe uniformément, comme en témoignent des exemples sur ses bras. Pour l'instant, seul le noir est disponible, mais d'autres couleurs pourraient un jour enrichir la palette. Ça fait un moment que la culture autour du tatouage change. Beaucoup de gens pensent que nous sommes en train de changer la culture, qu'on essaie de changer les choses, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Avant, si vous aviez un tatouage, vous étiez un rebelle. Maintenant, vous entrez dans une pièce, il y a des chances que 9 personnes sur 10 aient des tatouages. Ce n'est plus comme c'était avant. Dans plusieurs régions du monde, particulièrement en Asie, des tatoueurs amateurs proposent depuis quelques années des tatouages présentés comme semi-permanents, grâce, selon leurs promoteurs, à de l'encre végétale et une moindre pénétration de l'aiguille. En pratique, ces tatouages à la technique très approximative se dégradent mais ne disparaissent pas complètement et occasionnent souvent des lésions au point que plusieurs tatoueurs professionnels ont tiré la sonnette d'alarme. Place au sport maintenant, vous allez découvrir un nouveau sport. Il s'agit d'un sport qui est pratiqué surtout en Afrique et qui est encore plus populaire que le football, c'est la lutte sénégalaise. Après 1 an d'interruption à cause du coronavirus, les lutteurs sénégalais retournent enfin au combat. Sous l'effet d'une grasse crise politique, les principales restrictions ont été levées dans le pays. Vous allez voir les 2 plus grandes stars de la discipline, Aimé Séné et Lac 2. Ils vont s'affronter dans l'arène nationale de Piquiné. La reprise des compétitions est une grande nouvelle au Sénégal où la lutte est extrêmement populaire. Reportage. Les pieds dans le sable, ils s'empoignent à nouveau et retrouvent enfin les sensations qui leur ont tant manqué pendant 1 an. En mars 2020, tout s'était arrêté pour les lutteurs sénégalais. Plus de combats, plus d'entraînement collectif. Donc, ce qui cause énormément de préjudice à tous les acteurs de la lutte. Parce que la lutte, c'est pas seulement les lutteurs, c'est les écuries et tout l'environnement économique qui tourne autour de la lutte.
La lutte est extrêmement populaire au Sénégal. Seul le football peut prétendre rivaliser avec elle. Ses origines remontent aux cérémonies célébrant la fin des récoltes dans les ethnies Sérère et Diola. Et elle compte 8000 licenciés qui, depuis le début de la pandémie, ont dû trouver d'autres sources de revenus. Les stars n'ont pas été épargnées. Eumeu Sène était impatient de faire à nouveau vibrer les Sénégalais dans l'arène. La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. 42 ans, 120 kilos, l'ex-roi des arènes rêve de reconquérir le titre qu'il a perdu en 2019, ce qui veut dire évidemment beaucoup de préparation physique, mais aussi toute une préparation mystique avec gris-gris autour des chevilles, des poignets ou des biceps. Et pour éviter le maraboutage, pratiquement plus personne ne peut approcher le champion avant son combat. Tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est racontée dans les séances de lutte. Avec la reprise de la compétition, les organisateurs de combats promettent de redonner du courage à un pays asphyxié par la pandémie et secoué début mars par les pires émeutes qu'il ait connues depuis des années. Avoir un corps de rêve comme les lutteurs que vous venez de voir, c'est un travail quotidien, une discipline quotidienne également. Alors sans arriver à la perfection et juste pour être en forme pour cet été, après les kilos superflus du déconfinement, rien tel que du sport, en plein air ou dans les salles de gym qui sont réouvertes. Il est temps de se bouger pour avoir un corps de rêve sur les plages en été. Mais seulement voilà, beaucoup de gens ont la flemme et se replient sur ces nouvelles machines qui ont le vent en poupe en 2021. Électrostimulation, ultrasons, ces machines ou ces clubs où on vous propose des forfaits parfois très chers, sont-ils vraiment efficaces? Nous sommes partis enquêter. Je vais chez New Age. Qu'est-ce que c'est? C'est un centre de beauté. Oui, il y a plein de machines. Moi, j'adore les machines. Et voilà, on peut se faire belle, on peut se muscler, on peut enlever la fatigue. À 46 ans, l'actrice du blockbuster « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au bon Dieu » nous invite à l'accompagner dans son centre de beauté préféré. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, donc la dernière fois j'ai fait du micro-lingling. Et j'ai fait ensuite une sorte de soin qui chauffe. Je crois que c'est... Elle s'y rend chaque semaine pour entretenir son corps et son visage. Un rendez-vous incontournable pour elle dans son métier. L'apparence physique est fondamentale. Par exemple, avant un casting, avant un rendez-vous important, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, donc je me refais un petit soin qui remonte, qui repulpe, etc. Et j'ai l'impression d'être toute neuve. C'est important aussi, c'est un peu comme un vêtement, on s'habille d'une nouvelle peau aussi, puisque finalement, quand on fait des soins, sa peau change. Je vous installe en Tesla ? Oui, je me suivre. Merci. Son secret pour avoir un corps de rêve à son âge, c'est une nouvelle machine d'électrostimulation dont tout le monde parle en ce moment. À Paris, Frédéric Bell l'utilise une fois par semaine. Je vous laisse la maintenir au niveau du ventre. Merci. La machine, la voilà. Elle s'appelle Tesla et délivre un courant électrique dans les muscles. L'intensité de ce courant est réglée par le praticien et il est envoyé dans les muscles à 9 cm de profondeur. Cela provoque des contractions qui musclent tout le corps. La méthode serait tellement efficace qu'une petite séance de 20 minutes de Tesla serait équivalente à 4 heures de sport intensif. Un corps de rêve, oui, mais à quel prix? Tout simplement. On a une autre pièce à main au niveau du périnée, donc au niveau du plancher pelvien. On va agir également sur tout ce qui est incontinence, pour prévenir, pour corriger, mais également en post-accouchement ou tout simplement pour venir tonifier et gainer. On va également avoir une pièce à main au niveau des lombaires,
où là on va venir pareil stimuler, donc pour avoir une posture notamment beaucoup plus droite. Donc comment tu te sens après tes séances de Tesla Chair? Ah, j'adore. Dès la 3e séance, on ressent vraiment qu'on est beaucoup plus gainé, beaucoup plus tonique, on ressent que le muscle est beaucoup plus présent, hein, et on recommande vraiment de terminer la cure jusqu'à la 8e. Une séance coûte environ 150 €. À raison de 6 séances pour une efficacité optimale, le budget est conséquent. Même si la machine est efficace, un régime adapté est indispensable pour obtenir des résultats satisfaisants. Et le problème, c'est que lorsqu'on arrête, il faut remplacer la machine par du sport, sinon le résultat disparaît en quelques mois. La révolution technologique de cette année 2020-2021, c'est le Tesla Former, qui emploie le champ électromagnétique non plus pour chauffer la peau, non plus pour chauffer la graisse, mais pour venir créer des contractions musculaires de l'ordre de 30 000 par séance, ce qui va permettre d'avoir une augmentation de la masse musculaire jusqu'à 20% et une diminution de la masse graisseuse jusqu'à 30%. Donc on peut faire de la musculation sans effort. Évidemment, il est recommandé à la suite de nos protocoles d'avoir une bonne hygiène de vie, hein, et de faire quelques séances de sport pour l'entretenir. Mais simplement, c'est aussi le bon starter après ce confinement pour pouvoir reprendre une motivation, puisque tout de suite vous allez avoir des résultats, tout de suite vous allez avoir des abdos, tout de suite les fesses peuvent être gainées. Si Frédéric Bell est aussi décomplexée de nous révéler ses secrets de beauté, c'est qu'elle a perdu 3 kilos en 3 mois et surtout qu'elle a retrouvé un corps ferme et musclé qu'elle avait perdu pendant le confinement. Aujourd'hui, elle a atteint son objectif bikini pour l'été. Avant de sortir, je me suis Je suis très contente. La Tesla est une machine à muscler dont les stars raffolent. Avant l'été, elles sont nombreuses à l'avoir adoptée. Les blogueuses, mais aussi l'ex-Miss France Élodie Gossuin ou encore le célèbre footballeur de l'équipe de France, Adil Rami. Avoir un corps de rêve, c'est bien, mais pour l'actrice Frédéric Bell, conserver un visage jeune, lisse et frais, c'est primordial. Surtout en ce moment, car elle est en plein tournage du film à succès « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» Pour sa carrière, l'enjeu est de taille. Alors, pour ne pas laisser arriver les rides, c'est surprenant, mais elle entretient son visage avec une machine. Alors, je suis un chemin bien précis pour venir drainer. Donc là, on traite principalement l'ovale du visage. L'important, c'est vraiment de retendre un maximum les tissus et de chauffer un maximum au niveau des tissus sous-cutanés, tout simplement. Donc ça va chauffer progressivement. Vous sentez un petit peu que ça chauffe déjà, Frédéric ? Un petit peu, oui. Pour l'actrice, c'est aussi une façon de ne pas avoir recours à la chirurgie esthétique trop invasive. Exilis, c'est une machine qui combine 2 techniques, la radiofréquence et les ultrasons. Les ondes vont jusqu'à une profondeur de 2,5 cm pour chauffer la peau et cibler les cellules graisseuses. Elle traite aussi le relâchement cutané dû à l'âge et elle traite également de la cellulite sur le corps. Avec l'âge, les tissus ont tendance à s'affaisser à cause de la perte de masse graisseuse. La machine permet de réduire les plis et les rides du corps, ainsi que ceux du visage. Cette action combinée des 2 énergies a un double effet. Le premier, la stimulation de la production de collagène afin d'améliorer le relâchement cutané et la texture de la peau. Le deuxième, l'accélération de l'activité métabolique des adipocytes et la diminution de leur volume par l'évacuation de la graisse. Le médecin dispose de 2 pièces à main de tailles différentes pour le visage et pour le corps. Et je dois maintenir une température d'au moins 40 degrés pour vraiment avoir cette rétraction des fibres de collagène et restimuler du nouveau collagène également. Il faut compter environ 3 séances de 30 minutes. Cet appareil peut être appliqué donc sur le visage ou sur le corps et peut être destiné à tous les âges. L'avantage, c'est qu'il est sans aucune douleur. Une technique douce qui a le vent en poupe. Mais attention au porte-monnaie, une séance coûte selon les zones entre 200 et 350 €. Moi, sur le coup, j'ai cru que je n'avais pas besoin. Et puis le lendemain, je me suis rendu compte que j'en avais besoin parce que j'ai vraiment vu la différence. J'ai vu que ça resserre la peau sur
sur le menton. Les résultats sont visibles dès la première séance et continuent de s'améliorer pendant les 3 mois qui suivent la fin du traitement. Les rides et les ridules sont atténuées, la peau est raffermie et la graisse est éliminée de façon durable. Aujourd'hui, nous allons recevoir une actrice française, Frédérique Bell. Elle est connue par sa Minute Blonde sur Canal+, et puis dans bien d'autres films. Découvrons tout de suite qui elle est. C'est parti. C'est une blonde qui nous a accordé plus d'1 minute pour Habari. Mais c'est en Brune que Frédérique Bell tourne en ce moment le 3e opus des aventures de la famille Verneuil, avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, réalisé par Philippe Chauveron. Un changement capillaire pour décoller l'image de sa rubrique humoristique sur Canal+, la Minute Blonde, succès audiovisuel qui la fera découvrir au grand public. Depuis, c'est déjà plus de 40 films pour Frédérique, qui n'est pas restée cantonnée dans le rôle de la Belle et la Bête cliché comme celui de Miss Camping des Flots Bleus en 2006. L'actrice de 46 ans est devenue la muse d'Emmanuel Mouret, avec qui elle a joué dans Changement d'adresse et Fais-moi plaisir. Elle se montre plus vilaine avec Marie-Lou Berry dans le film de Jean-Patrick Bénès. Si sa vie n'est pas une comédie romantique, elle est en tout cas à succès. Les Poupées russes, Safari ou encore L'amour dure 3 ans, une belle liste de films ayant atteint le 1 million de spectateurs dans le CV de Frédérique Bell. Frédérique Bell, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes venue nous parler de votre actualité qui est chaude parce que vous êtes en tournage du... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 ? C'est en ce moment, cette semaine, là, vous y êtes tout le temps. Oui, oui. Depuis, ça a commencé quand le tournage ? Ça a commencé début mai, voilà à peu près. Début mai. Est-ce que, justement, à cause du confinement, vous avez dû reporter ce tournage ? Ça a pris du retard ? Oui, il a été déplacé plusieurs fois. Oui, c'était un peu triste d'attendre. Mais voilà, quelques scènes ont été tournées pendant le confinement, mais... Voilà, la suite, c'est actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le film ? Quelle va être l'intrigue ? Est-ce que vous êtes toujours mariée ? Est-ce que votre mari veut toujours aller en Algérie ? Comment ça se passe là ? Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler ? Je n'ai rien le droit de dire parce que voilà, c'est vraiment top secret. Je peux juste vous dire qu'il y aura les mêmes personnages et même d'autres personnages. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Gros casting cette année. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi les beaux-parents maintenant qui vont rentrer en action. Donc voilà, encore d'autres personnages truculents. Alors, qui sont les beaux-parents ? J'ai pas trop le droit de le dire non plus encore. C'est un secret. Ouais, on poste pas grand-chose sur les réseaux. Voilà, à part 2-3... Moi, je poste des petites choses quand je me maquille, des choses comme ça. Mais non, au niveau de l'histoire, c'est vraiment... c'est très attendu. C'est un film vraiment... qui va un peu réveiller les gens à la rentrée. Et juste pour se souvenir, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce du numéro 2. C'est parti. Évidemment. Et l'Algérie alors ? J'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein ? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff comme on dit chez vous. C'est du second degré. Moi, ça m'a fait rire, Claude. Je supporte plus le politiquement correct. Suce-boule un jour, suce-boule toujours. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui. Nous, quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seul. Hein? M'étonne. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse ? Je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord ? Moi, j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Ciao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay ? Quel rapport ? Je vais faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude ? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah oui, là, on n'accouche pas en Inde ? Non, je partirai après. Poussez, allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein ? Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même. Alors ça te dérange ? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Hein ? Alors je constate, voilà.
Ça vous fait rire de revoir ça? Je les adore vraiment. Ouais. À votre avis, justement, vous disiez comment c'est perçu en Afrique, ce genre de comédie? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont compris que c'était vraiment drôle. Voilà, le but, c'est de se moquer de personne et de mettre toutes les couleurs ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce film a autant marché. C'est que ça réunit tout le monde. Le premier, c'était il y a 8 ans. Ça a été un vrai tournant dans votre carrière? Non. Non, parce que je faisais déjà des films populaires. Je suis abonnée aux films populaires. Donc, voilà, j'en avais déjà fait. Après, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai intégré une sorte de troupe de famille. Ça, c'est intéressant parce que, justement, on se suit, on grandit ensemble, on vieillit ensemble. C'est chaud, c'est chaleureux, je voulais dire. Ça ne vous a pas apporté des rôles pas spécialement. Parfois, j'essaie de faire plus de cinéma d'auteur en ce moment pour contrer un peu le fait que je fais un peu trop de comédie. Voilà. Parce que vous avez envie de faire autre chose aujourd'hui que de la comédie, d'être... Non, mais j'adore la diversité. J'adore ça. C'est-à-dire quand on me dit maintenant tu fais plus du cinéma, je retourne faire de la télé. Maintenant, quand on me dit tu fais trop de télé, je retourne faire du cinéma. Quand on me dit que je fais trop de comédie populaire, je vais faire des séries d'horreur. Voilà, j'aime bien mélanger thriller. Est-ce que vous vous voyez comme une actrice comique aujourd'hui? Pour moi, je me vois comme une actrice qui peut le plus, peut le moins. Donc, à mon avis, qui peut faire de l'humour. L'humour, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, à mon sens. Peut aussi descendre dans les tréfonds de la noirceur de l'âme. Mais vous avez quand même beaucoup misé sur votre féminité, sur votre beauté physique? Oh, je vends ce que j'ai à vendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand j'étais mannequin, on m'a dit « t'as les jambes trop longues, t'as la voix trop aiguë, t'as le nez trop pointu et tu fais des grands gestes. » Tu vois? Et j'en ai fait un personnage. La blonde, c'est tout ce que les gens n'aimaient pas chez moi. C'est-à-dire tu prends tout ce que les gens n'aiment pas, t'en fais un personnage et tu dis « mais si ça passe, tout passera. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la blonde. Parce qu'au départ, vous vouliez être mannequin? J'étais mannequin. J'ai été mannequin pendant 5-6 ans. Et même avant, parce que j'ai commencé à 18 ans, donc pendant presque 10 ans, j'ai été mannequin. La blonde, je suis arrivée... À la blonde, j'avais 30 ans. Tout a basculé à 30 ans, ouais. Mais entre 20 et 30, j'ai été figurante. J'ai fait mes classes aussi. Et vous, votre beauté ou la féminité, vous en jouez, vous l'utilisez ou vous la planquez? Non, dans le travail. J'ai été élevée où la beauté est une forme... La beauté, mais aussi la mettre en valeur. Se mettre en valeur, dans ma famille, a toujours été une marque de respect. C'est-à-dire que ma mère me disait « maquille-toi, fais-toi belle », par respect pour les autres. Et parce que aussi j'étais dans l'hôtellerie, et donc quand à 16 ans tu vas servir les petits-déj pour aider tes parents parce qu'ils sont en galère, évidemment que tu te maquilles très tôt. Donc vous sortez jamais pas habillée, pas coiffée, pas maquillée? Vous sortez toujours tiré à 4 épingles? J'habite pas à Paris, donc quand je suis en jogging, je suis dans ma banlieue. Et quand je sors à Paris, non, je suis toujours apprêtée, oui, c'est important. Vous, comment vous avez vécu le Covid, le confinement, là, pendant 1 an et demi, quand on est actrice? Tout s'est arrêté, vous êtes restée chez vous, vous avez fait vos travaux, vous êtes occupée de votre chien, et puis basta. Alors, comment vous avez vécu cette année et demie? Alors, comme vous le dites, effectivement, j'ai fait des travaux. J'ai mon chef de chantier qui s'est barré le premier jour des travaux. Il est parti se confiner. Et donc, je me suis retrouvée seule avec plus d'équipe. Et donc, j'ai décidé de devenir chef de chantier, chef de travaux. Et j'ai décidé de casser tous les murs. Et comme j'avais peur de les casser, parce que je ne savais pas s'ils étaient vraiment porteurs, j'ai décidé de les casser en forme de rond. Comme ça, il y avait une certaine portance. Et du coup, toute ma maison est ronde. Du coup, vous pouvez voir sur Instagram, j'ai fait des stories qu'on peut voir à la une, où on voit ma maison qui change tout doucement. Et j'ai fait d'une petite maison de 1850 une sorte de palais d'Ibiza, une grotte d'Ibiza, puisque tout est rond comme ça. Et j'ai fait des niches avec des lumières dedans. Et j'ai fait beaucoup de partenariats parce qu'en fait, comme je m'ennuyais beaucoup pendant le confinement, j'ai fait des partenariats où, par exemple, avec des marques comme Groé, comme... Donc vous êtes occupée? Oui, voilà. Et du coup, c'est bien parce que j'ai pu mettre des produits assez originaux, des trucs très, très rigolos.
Donc je suis très contente. J'ai vraiment fait des choses pendant le confinement. Après, c'était pas forcément facile parce que pas de matériel, pas de plâtre, pas de ciment. Parce que j'ai vraiment, voilà, donc j'ai essayé de trouver, c'était très compliqué. Est-ce que, à votre avis, le confinement, ça va changer l'industrie du cinéma? Est-ce que ça va changer le comportement aussi des spectateurs? Qu'est-ce que ça va changer dans le milieu de la culture et du cinéma, à votre avis? À mon avis, il va se passer 2 choses. Déjà, le goût de retourner au cinéma. Je pense que ça va être la Madeleine de Proust, voilà, de retourner... se faire des petits bisous, parce que ça sert à ça, le cinéma aussi. Faire des dates, parce que je trouve que c'était très compliqué pour les gens de faire des dates pendant ce confinement. Donc ce sera à nouveau le goût de retourner voir, partager un film en grand écran. Ça change tout. Enfin, vous voyez une comédie chez vous, vous voyez une comédie sur un grand écran, c'est pas du tout le même partage, vous ressortez pas du tout avec la même émotion. Donc voilà, j'encourage vraiment les gens à retourner au cinéma. Moi, j'ai hâte d'y retourner. J'ai déjà ma liste de tout ce que je vais revoir. Et puis, sinon, aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont abonnés aussi à des chaînes, à des plateformes. Donc, il y aura aussi une consommation à nouveau peut-être accrue chez soi. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de voir et au cinéma et chez soi, puisque... Voilà, maintenant, on a des qualités d'écran, etc., qui permettent de voir aussi bien chez soi. Donc, je ne pense pas que ça va vraiment impacter le goût pour les gens de voir des fictions. Mais peut-être les salles. Peut-être les salles, mais je pense qu'ils vont y retourner. Quand vous sortez, vous n'avez pas envie de retourner chez vous regarder la télé. Autour de vous, d'ailleurs, il y en a qui ont mal vécu, des acteurs, des réalisateurs dans le cinéma qui ont très mal vécu cette période de confinement. Bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de films qui se sont annulés. Moi, j'ai beaucoup de films qui se sont reportés, d'autres qui devaient se faire, qui ne se font plus. Ça a été très compliqué. Heureusement que j'étais passionnée par mes travaux, parce que si je n'avais pas eu mes travaux, je pense que je l'aurais super mal vécu. Mais moi, je crois au ciel, et le ciel fait bien les choses. Donc voilà, je suis devenue architecte d'intérieur. Et je n'aurais jamais fait une maison aussi folle si j'avais des gens qui avaient eu d'autres idées plus simples. Et alors, vous avez une autre passion dans votre vie, c'est la voyance. Oui, c'est une passion, oui. Bon, alors avant de commencer là-dedans, est-ce que vous avez des révélations à nous faire pour cette année? J'en ai pour moi. Fin de la pandémie, pas fin de la pandémie, vous voyez des choses, vous tirez les cartes? Je pense qu'on vivra longtemps avec ce genre de choses, mais à un moment donné, ce sera un peu comme la grippe, quoi. Ça va être... Il faudra toujours faire attention. Mais... On peut vous consulter? Alors, il faudrait mieux consulter ma sœur, parce qu'on est de famille. Ma mère est guérisseuse, ma sœur est médium, et ma petite sœur est chamane. Moi, je suis actrice, je tire aussi un peu les cartes, c'est ma passion aussi. Mais il faudrait mieux consulter ma sœur, qui est très forte. Mais vous faites quoi, les cartes? Comment vous avez appris la voyance? C'est pareil, c'est un don? Vous vous êtes dit, tiens, j'ai des visions, comment ça arrive? Non, je suis née avec ma grande sœur qui avait des dons. Et quand vous naissez à côté de Superman, et que, en plus, ma sœur était super bonne voyante, c'est-à-dire extra voyante, extra lucide, et moi, j'étais presque aveugle. Donc, c'est comme si votre sœur, c'était Batman, et puis vous êtes limite, vous foncez dans les murs, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je travaille ça. Et donc, j'ai travaillé ma voyance, parce que la plupart des médiums sont des gens qui sont récepteurs. Moi, je suis émetteur. C'est bien pour ça que je suis actrice. J'adore émettre. Donc, voilà, j'ai découvert que j'étais émetteur. Donc, il a fallu... Voilà. Quand j'ai découvert que j'étais émetteur, j'ai travaillé sur toute ma réceptivité. Parce que pour moi, la voyance n'est pas un don, la voyance est un endroit. Quand vous êtes chez vous et que vous avez rangé vos gâteaux dans le placard, vous savez où ils sont. Quand vous voulez un gâteau, vous allez dans le placard chercher un gâteau. Et bien, la voyance, c'est pareil. C'est un endroit, c'est une fréquence qu'on appelle l'état alpha, un état de neutralité totale, dans lequel on va chercher des informations, et les informations sont dans un endroit et on les récupère. Donc en fait, tout le monde est médium. Quand je tire les cartes aux gens, 70% à peu près des gens tirent les mêmes cartes que moi. Donc c'est juste parce qu'ils ne se sont pas intéressés au sujet ou qu'ils ont peur. Alors la peur, c'est quelque chose qui se gère. Moi, la voyance, la façon dont je la fais, c'est plutôt quand j'ai des choix à faire, quand j'ai 2 scénarios et que je sais que
il faut que je choisisse entre lequel va peut-être le mieux marcher, lequel va peut-être le mieux me plaire. Là, vous tirez les cartes? Là, je tire les cartes voilà, aussi pour savoir le prix des choses. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, c'est un prix. Genre, vous faites un film, ah bah ça va être génial, les gens seront super, mais ce sera mal rémunéré, le film ne va pas marcher, par exemple. Ou alors, les gens, ce sera des cons, mais le film va super bien marcher et tu seras très heureuse dans ce rôle. Ou alors, tu seras malheureuse dans ce rôle, ce seront des cons et en plus, tu seras mal payée. Donc là, tu vois, et tu regardes. Moi, je fonctionne avec les 3 A. Amour, c'est-à-dire c'est des gens qui vous désirent, avec qui ça se passe bien. Vous faites une très belle histoire. Argent, parce qu'il faut bien être rémunéré. Et art, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ça va être de la qualité. Donc moi, mon but, c'est d'avoir les 3. C'est-à-dire, je suis heureuse quand j'ai les 3. Si c'est que de l'art, avec de l'amour, je fais aussi. Je fais beaucoup de courts-métrages qui ne sont pas rémunérés parce que c'est des gens super, qui veulent faire des longs-métrages aussi. Et on va s'essayer, on va apprendre, Voilà, c'est très important pour moi d'en faire régulièrement. Ou faire des tout petits films, voilà, en participation aussi. Là, j'en fais un bientôt. C'est important aussi parce que c'est pas la grosse machine. Quand j'ai découvert Emmanuel Mouret, par exemple, on était 5 sur le plateau. J'étais coiffeuse, maquilleuse, styliste, script. Enfin, c'était n'importe quoi, mais j'ai adoré. J'ai commencé le cinéma de façon très intime et j'adore. Maintenant, je fais du cinéma avec 70 personnes, des grosses machines. C'est joli aussi, hein, c'est super, mais c'est pas du tout la même... c'est pas du tout le même rendu. Et puis même quand on rentre le soir chez soi, on n'est pas la même, comment dire, la même nourriture. Merci Frédérique Bell d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de chance pour les films à venir qui vont sortir. Et puis, les films qui sont sortis, les films qui vont sortir donc au mois d'octobre. Normalement, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 ? Donc, qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? Parce qu'il y a beaucoup de personnages. Nina, cet été, au mois de juin, sur France 2 c'est dans 2 semaines, il me semble. Ouais. Donc au mois de juin, sur France 2. Voilà. Et puis le Festival de Cannes, au mois de juillet, pour vous ? Peut-être. C'est encore incertain. Qu'est-ce qu'on dit, ça, ce festival 2021 Il aura bien lieu, a priori. Normalement, en juillet, je vais tourner du Cobu 3, du Cobu 4. Voilà, j'ai tourné le 3 qui a fait le meilleur score de l'année 2020. Comme quoi, il y a quand même des films qui ont survécu. Voilà. Ok, génial. On vous souhaite beaucoup de réussite pour ces films. Merci. Et puis une belle réussite pour qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu numéro 3 ? 20 millions quand même pour le numéro 1, 20 millions en Europe. Ouais. On a fait des très très jolis scores dans le monde entier. Ça a été un très grand succès en Uruguay, par exemple. Ok, merci Frédérique Bell d'avoir été parmi nous et à très bientôt. Merci. Et l'émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Habari. Excellente journée à tous.